canyon. That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content aujourd'hui parce que pour la troisième fois, on va parler d'un livre issu de la collection Serial de chez Presse Universitaire François Rabelais. On avait déjà discuté avec Frédéric Gay autour de la série X-Files, puis de Stéphane Rollet avec Game of Thrones. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, c'était de très très bons moments. Et aujourd'hui, on va parler de la sérialité à l'écran, comprendre les séries anglophones. Voici le livre avec Ariane Hudley et Anne Crémieux. Comment allez-vous, mesdames? Très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors, pour ne pas dire de bêtises, je vais me permettre une chose, c'est que je vais lire tout simplement ce que vous faites. Comme ça, je ne fais pas de bêtises. Donc, Anne Crémieux qui est... Mais non, parce qu'on a changé depuis. Ça y est, ah là là. On était maîtresse de conférence, maintenant on est prof. On est grande maintenant. Donc, ça veut dire que vous êtes Anne et Ariane, vous êtes prof. D'accord. Nous sommes professeurs. Ariane est toujours à l'Université de Paris. Voilà. Et moi, maintenant, je suis professeur à l'Université Paris 8. D'accord, ok. Saint-Denis. Mais Ariane, vous êtes toujours l'autrice de The Wire et les règles du jeu chez PLUF en 2016 et vous co-dirigez toujours la revue en ligne TV Série. Oui, avec Sarah Atuel. Ok, et Anne qui a publié Les cinéastes noirs américains et le rêve hollywoodien chez L'Art Maintenant et a contribué à de nombreuses revues et articles. Et entre parenthèses, j'ai connu Anne il y a longtemps de cela où on travaillait pour Africulture, qui est juste un site extraordinaire, une revue fascinante avec un grand monsieur qui s'appelle Olivier Barlet et je le salue affectueusement. C'est mon mentor, donc je ne peux que le saluer affectueusement. Voilà, c'est pour toi, Olivier. Donc, on va parler de la sérialité à l'écran. Je vais vous poser une question. Alors, avant cela, je voudrais déjà remercier Pauline Réal qui a aidé à la conception de cette émission. C'est très important. En tout cas, elle est un peu notre intermédiaire et j'envoie pas mal de mails. Je la harcèle de mails pour avoir tous les livres de cette collection. Donc, je la remercie. Je vais vous poser une première question très simple, très basique, que je n'arrête pas d'entendre autour de moi. À chaque fois qu'on parle de séries autour de moi, on me dit « Oui, mais tu sais, maintenant, le cinéma, c'est plus dans les salles, c'est la télévision. C'est dans les séries. » J'imagine, je suis sûr à 100 000% que ça, vous avez dû vous l'entendre mais énormément de fois. Et donc, cette question, je vous la pose enfin, parce que c'est un peu de ça parle aussi le livre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une question qui ne veut rien dire finalement? Est-ce qu'on parle de cinéma et on parle de série? C'est deux choses fondamentalement différentes. C'est une question provocatrice, si vous l'avez bien compris, j'espère. Et est-ce que réellement, il n'y a plus de cinéma dans les salles et il y en a beaucoup plus maintenant à la télévision? Comment on serait parti? Ariane, moi, je peux répondre, mais si tu veux commencer, vas-y. Donc, bien sûr qu'il y a du cinéma dans les salles et il faut qu'il y en ait. On enregistre l'émission le jour où les cinémas rouvrent. On est le 19 mai, le jour d'enregistrement de l'émission. Et l'expérience du cinéma en salle est unique, est importante et elle nous tient tous à cœur, qu'on soit cinéphile ou sériephile. Je crois que la guerre entre série et cinéma, on ne peut pas la résumer à quelque chose d'assez binaire, quoi. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une sorte de convergence entre cinéma et série du fait de l'évolution des technologies et des médias. C'est-à-dire que depuis le tournant numérique, c'est-à-dire depuis que les tournages de séries et les tournages de cinéma ont tendance à utiliser les mêmes caméras, ont tendance à se fonder sur les mêmes technologies, du fait aussi que le cinéma est de plus en plus, c'est vrai, aussi regardé sur des petits écrans, sur des écrans mobiles, tout comme les séries. Il y a une sorte de convergence à la fois pour la production des séries et du cinéma et pour la réception du point de vue des plateformes sur lesquelles on les regarde. En revanche, il y a quand même quelque chose il y a aussi une évolution du fait que les séries évoluent depuis qu'elles sont sur des plateformes de streaming. On n'est plus assigné à regarder un épisode tous les vendredis soirs. Donc la dimension épisodique, rituelle, évolue un petit peu. On les regarde où on veut, quand on veut, au rythme auquel on veut. On n'a plus la série que tout le monde regarde le dimanche soir et dont on parle le lendemain. Donc, ce sont des mutations qui, c'est vrai, construisent une sorte de convergence entre les deux. Mais il n'en reste pas moins qu'on a plusieurs types d'expériences télévisuelles, plusieurs types d'expériences cinématographiques. On peut être transporté par un film, même en le voyant chez soi sur un petit écran. Moi, j'ai grandi dans une ville où il y avait
presque pas de cinéma, enfin un cinéma qui sortait que les films en VF et les gros blockbusters. Donc le cinéma, je l'ai surtout découvert sur un écran de télévision et je ne trouve pas que ça a été du cinéma au rabais. En revanche, dès que j'ai pu les voir sur des écrans de cinéma d'arrêt-essai quand ils existaient, c'était une toute autre expérience et c'est formidable. Donc je pense qu'il y a une juxtaposition de différentes expériences, notamment l'expérience du cinéma en salle qu'il faut défendre, qu'il faut soutenir parce que c'est un événement, c'est quelque chose qu'on vit avec d'autres personnes, qui nous fait sortir de chez soi et on sait à quel point c'est précieux. Cependant, si on considère simplement l'idée que le cinéma est supérieur et les séries sont inférieures, là, je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord pour dire que le cinéma est forcément supérieur aux séries ou l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a tout type de cinéma, il y a tout type de séries. Il y a des séries qui sont des chefs-d'œuvre qui vont transformer notre vie, avec lesquelles on va vivre. Et il n'y a pas intrinsèquement une qualité moindre parce que c'est une série par rapport à un film, ce qui est quand même une sorte de hiérarchie qu'on a eu longtemps. Godard, il disait au cinéma, on lève les yeux devant un écran de télé, on baisse la tête, donc, avec une idée quand même de soumission à une image un peu appauvrie. Je crois que quand on voit les histoires très complexes, très stimulantes et aussi la qualité esthétique de nombreuses séries aujourd'hui, on voit que cette distinction artistique, elle a plus trop lieu d'être. En revanche, défendre la diversité des modes d'accès à la fois au cinéma et aux séries, défendre aussi la qualité d'accès aux séries sur de bons écrans, voilà, avec une bonne qualité d'image, etc. Là, je pense qu'il faut reconnaître la pluralité et le fait qu'on a simplement une coexistence et qu'il faut défendre les formes qui sont peut-être un petit peu plus en danger aujourd'hui et pour de multiples facteurs, l'expérience du cinéma en salle est plus en danger, donc bien sûr, il faut la défendre. Absolument, et d'ailleurs dans cette citation de Godard, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand il dit « on lève les yeux pour aller au cinéma, quand on va au cinéma, on baisse les yeux pour regarder la télé », tout ce que ça exprime en fait, c'est l'admiration pour le cinéma et le mépris pour la télévision. Parce qu'on pourrait très bien retourner cette citation en disant « on est soumis au cinéma alors qu'on contrôle la télévision avec sa télécommande ». C'est pas du tout ça qu'il voulait dire, mais c'est pour dire que voilà, on peut toujours voir le bon ou le mauvais côté de chacun des deux modes de production narratif, et que y en a pas un qui est fondamentalement meilleur que l'autre, et puis que le contexte dans lequel il parlait, c'était pas les mêmes cinémas, mais c'était surtout pas les mêmes télévisions, etc. Après, pour moi, la grande différence qui reste entre le cinéma et la télévision, encore qu'il y a un cinéma sériel dont on parle beaucoup dans Exactement. le petit volume, là, Exactement. la grande différence, c'est quand même la question de la sérialité. Je pense que je ne suis pas la seule à adorer les séries et à parfois, il est 20h ou bien on est le samedi et j'ai juste envie de regarder un film. Et à la fin du film, c'est fini et je regarde quelque chose qui dure 1h30, qui peut très bien me changer ma vie, me retourner la tête en seulement 1h30, où j'ai pas besoin de regarder toute une série de 20 épisodes pendant 6 ans, ce qui est une autre expérience. Donc, le cinéma a beaucoup à dire aussi dans la forme qu'on a considérée longue pendant longtemps, parce que c'était le long métrage par rapport au court métrage, et qui devient une forme courte, avec aussi un mode de production, c'est-à-dire le coût par minute du cinéma, ou plutôt l'investissement par minute du cinéma, parce que le coût par minute, il est ni plus fort ni plus faible, ça dépend des séries et ça dépend des films, mais l'investissement par minute qu'il peut y avoir au cinéma est bien supérieur à la majorité des séries. Et ensuite, quand on parle aux cinéastes et aux réalisateurs de télévision, c'est intéressant de voir qu'on connaît le nom des cinéastes, mais on ne connaît pas le nom des réalisateurs de télévision. On connaît éventuellement le nom des showrunners, mais la personne qui réalise à la télévision, c'est-à-dire qui va diriger les acteurs et quand même impulser une vision artistique au sein d'une équipe qui est une grande équipe où à la télévision, je pense qu'il est plus reconnu que une série télé et la production d'une équipe avec de nombreuses personnes qui vont, y compris des acteurs et des actrices, mais aussi décorateurs, etc., qui vont avoir un travail artistique sur la série.
Au cinéma, on a tendance à tout miser sur l'auteur, c'est la fameuse politique des auteurs à la française, alors que il y a des réalisateurs ou réalisatrices de cinéma qui ne sont, entre guillemets, que réalisateurs, c'est-à-dire ils dirigent les acteurs, et il y a un producteur qui va avoir le rôle du showrunner de la télévision. Donc, mettre en relation dans le livre les séries et le cinéma et les étudier ensemble sous l'angle de la question de la sérialité, c'est aussi montrer que on stéréotype les deux et qu'en réalité, il y a toutes sortes de formes de production au cinéma, toutes sortes de formes de production à la télévision, que ce n'est pas si différent. Et une des indications que ce n'est pas si différent, je dirais, depuis Twin Peaks, c'est que énormément de réalisateurs de séries télé vont être aussi cinéastes, énormément de cinéastes vont chercher à réaliser une série télévisée, et que finalement la différence entre la télévision et le cinéma, c'est plus la stabilité de l'emploi. C'est-à-dire, il y a beaucoup de cinéastes indépendants qui rêvent de faire une série télé, même pour une toute petite chaîne, juste parce que ça stabilise énormément leur vie et leur revenus. Et la deuxième chose, je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, je vais en profiter le temps que vous vous en rappeliez, mais vous aviez dit qu'il y a parfois le vendredi soir ou le samedi soir une envie de regarder un film et ça devient insupportable de t'apercevoir que c'est une série et qu'il va y avoir 3 saisons et vous n'avez pas le temps, vous avez envie de voir un film. Est-ce que cette sensation-là que moi je ressens très souvent, est-ce que c'est aussi lié au fait que maintenant on a cette possibilité incroyable, et Ariane, vous l'évoquiez, avec les plateformes comme Netflix, comme Amazon, de pouvoir tout voir très vite? Avant, comme vous le disiez Ariane, on avait une série, il fallait attendre le vendredi soir, donc c'est un peu l'idée même qu'on allait au cinéma une fois par semaine pour voir un épisode d'une série. Est-ce que depuis qu'il y a cette possibilité, quand on a une série qui arrive sur Netflix, on a toutes les saisons et tous les épisodes, est-ce que ça, c'est depuis l'arrivée de ces plateformes qu'on a cette sensation-là un peu particulière, comme vous en parliez Anne, à savoir que très souvent on cherche le film et on tombe souvent sur des séries et on se dit ce soir je veux voir un film, laissez-moi voir un film. Est-ce qu'il y a eu comme ça une espèce de changement par rapport à ces plateformes qui sont arrivées? Anne, c'est sûr que les plateformes, Netflix par exemple, au départ c'est du cinéma, c'est pas des séries. Et de plus en plus, quand c'était des DVD, il y a longtemps maintenant, hein, quand on récupérait des DVD, c'était déjà extraordinaire à l'époque. On avait accès en particulier à énormément de films anciens qu'on ne trouvait plus dans les vidéothèques, etc. Et de plus en plus, effectivement, c'est pour des raisons vraiment économiques, de fidélisation des abonnés, ces plateformes investissent dans des séries qui sont aussi moins coûteuses et qui vont produire beaucoup d'épisodes, mais en fait, c'est parce que ces plateformes sont passées de vidéothèques à nouvelles formes de chaînes de télévision. Les chaînes de télévision ont aussi investi dans les séries au fur et à mesure qu'on a voulu produire de la télévision de 7h du matin à 2h du matin, et puis maintenant 24h sur 24. Donc, les séries, ça revenait toutes les semaines, ça peut se doubler, ça peut s'envoyer dans tous les pays du monde, etc. Donc, il y a des raisons vraiment économiques à investir dans les séries. Et après, justement, sur Netflix, par exemple, on peut cliquer pour avoir que des films. Et moi, je le fais souvent. Je clique pour que ça soit... pour ne plus voir les séries, pour ne propose plus les séries. Et là, on s'aperçoit quand même que l'offre de Netflix est quand même beaucoup moins riche en films qu'en séries, et je dirais de moins en moins riche. Je ne sais pas ce qu'en pense Ariane. Après, je ne connais pas d'autres plateformes, parce qu'on n'est pas non plus tous abonnés à tout. Oui. Est-ce qu'il y a des plateformes qui sont plus sur le cinéma? Il y a des plateformes de documentaires, par exemple. À un moment, j'étais abonnée à une plateforme de documentaires, c'était extraordinaire. Donc, oui, à la fois, on est inondé et en même temps, on a aussi l'embarras du choix, c'est très agréable. Mais il y a le phénomène d'addiction qu'on connaît tous, hein. Il y a des gens qui sont complètement addicts à tout ce qui est production audiovisuelle, et la production audiovisuelle, en chiffres, les statistiques doivent être très impressionnantes sur le nombre d'heures produites
en 2020 par rapport à 2010, par rapport à 2000, par rapport à 90. Enfin, ça doit être vraiment des multiplications par 10 ou par plus que 10. Est-ce que vous voulez rebondir, Ariane, vous voulez peut-être rebondir là-dessus ou Oui, alors c'est marrant, le terme addict, il est assez débattu. Il y a une consommation goulue. Je ne sais pas si addict, c'est quand même très, très fort. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un encouragement institutionnel de regarder toujours plus. Moi, je pense que c'est quelque chose qui a été très progressif. Tu parlais de Netflix au départ avec les DVD, etc. Dès le départ, la sérialité, c'est ça qu'on essaie, c'est ça que les différents articles du bouquin essayent de mettre en perspective. La sérialité, dès le départ, c'est lié au capitalisme et à la société de consommation, avec l'apparition du roman feuilleton dans les journaux au 19e siècle. C'est-à-dire, il y a eu des nouvelles technologies. On pouvait imprimer plus facilement des journaux, des magazines, et il y avait aussi un nouveau public qui était disponible pour ça. Donc, comment est-ce qu'on fidélise? Comment est-ce qu'on s'assure que les gens consomment régulièrement? En leur donnant des histoires, et des histoires pas finies qu'ils ont envie de continuer. C'est-à-dire, il faut qu'ils achètent leur dose suivante. Donc, il y a vraiment un lien fort avec la logique de la société de consommation qui se poursuit. Et en ce qui concerne les séries télé, c'est vrai que les ressorts de déclenchement du désir ont un peu évolué, puisque avant c'était beaucoup lié au rituel et au fait que c'était quelque chose qui revenait toutes les semaines à la même heure et qu'on partageait aussi au même moment. Progressivement, avec le développement surtout du DVD dans les années 90, puis les fichiers téléchargeables, puis les plateformes de diffusion, ça s'est un petit peu décalé justement dans cette consommation goulue, le binge watching, on a appelé ça. Mais on voit aussi que certaines plateformes reviennent sur ce modèle, que Disney+, ou de plus en plus aussi Netflix, recommence à mettre à disposition un épisode par semaine et pas à balancer toute la saison d'un coup, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a aussi cet effet d'attente qui compte et que le plaisir de la sérialité, il est aussi dans l'attente, il est aussi dans le fait qu'on doive pas tout de suite avoir la gratification, mais dans le fait qu'on peut se projeter, imaginer, fantasmer sur ce que va être la suite, échanger avec les autres fans sur ce qui va bien pouvoir se passer. On a bien vu le succès incroyable de Game of Thrones, y compris de la dernière saison, les déluges de conversations en ligne. Les colères aussi. Les colères, bien sûr. Et parce que justement, on avait ce temps de latence, cette attente entre deux épisodes. Donc, je pense qu'il y a ce plaisir de la consommation un petit peu goulue. Mais même d'un point de vue commercial, je pense que les plateformes comprennent aussi l'intérêt qu'il y a à faire attendre et qu'il y a peut-être plusieurs modèles qui vont coexister. Et en ce qui concerne, juste pour finir sur les plateformes de cinéma, oui, il y en a plein. C'est vrai qu'on ne les connaît pas assez. On parle surtout de Netflix, un petit peu Disney+, mais il y a Univers Ciné, il y a la Cinétech qui propose un catalogue formidable de films de patrimoine. Donc, on a vraiment beaucoup de choses à notre disposition. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Univers Ciné, la Cinétech, ou Tank, ou Mubi aussi, tout cela, propose des choix extraordinaires de richesse au niveau de cinéma et aussi de séries télé. Mais quand vous évoquiez Netflix, contredisez-moi si je me trompe, et on en parle aussi dans le livre. Par exemple, Netflix, j'ai cette impression, prenons les documentaires, voire même les séries, on a cette impression qu'il commence à s'installer une sorte d'uniformisation de la mise en scène, que cela soit dans les documentaires, surtout dans les documentaires, ou dans les séries. On a l'impression de revoir toujours, même si parfois certaines séries traitent de sujets différents, certes, mais on a cette impression que ce sont des séries achetées, commandées, produites par Netflix, et on a cette impression que c'est pas qu'il y a une identité Netflix, c'est qu'il y a un cahier des charges et qu'on sent que toutes ces séries finalement se ressemblent. Et que, alors que quand on voit HBO, qui est effectivement une chaîne privée comme Netflix, mais les séries qui sont sur HBO, pour la plupart, ne sont pas forcément toutes similaires dans la manière de questionner, dans la manière de mettre en scène et tout. Il y a quand même quelque chose qui diffère. Alors que chez Netflix, j'ai cette impression-là qu'il y a une forme d'uniformisation. Et donc, je me pose la question, est-ce qu'à la longue, ça peut dénaturer la qualité de la série, finalement? C'est une question. Oui, c'est compliqué. C'est la question de la politique éditoriale. Est-ce que Netflix a une politique éditoriale? HBO en a une, les chaînes traditionnellement en ont une, un peu dans la tradition aussi des grands studios hollywoodiens qui avaient chacun leur niche, enfin
leur catalogue spécifique de western, de films noirs. Netflix n'a pas trop ça. Ce qui est compliqué aussi, c'est de se rendre compte de ce qu'il y a sur Netflix, parce qu'on sait très bien que quand on va ouvrir notre page Netflix, on va chacun avoir une page différente parce que l'algorithme taille l'accès au catalogue en fonction de ce qu'on a déjà vu et de ce qu'on a déjà aimé. Donc c'est assez difficile de savoir en fait, d'avoir une image un petit peu objective et généraliste de ce que Netflix propose. Moi, j'ai du mal justement à tirer une conclusion générale sur leur catalogue parce que on a parfois du mal à distinguer ce qui sont les productions originales Netflix des séries qu'ils ont achetées à d'autres chaînes, sachant aussi que les catalogues changent selon les pays. C'est-à-dire notre Netflix en France, c'est pas ce que voient les abonnés Netflix aux États-Unis, ni ce que voient les abonnés Netflix en Corée. S'il y a Netflix en Corée, je sais pas trop. Donc c'est très difficile d'appréhender justement une quelconque politique éditoriale du fait de cette diversité du règne de l'algorithme, bien sûr, plutôt que d'une politique éditoriale. C'est un vrai problème. Ouais, j'allais répondre la même chose, qu'il faut se méfier de ce qu'on voit, que si on a l'impression que beaucoup de séries se ressemblent, c'est parce qu'ils vous proposent des séries que vous avez déjà regardées, qui ressemblent aux séries que vous avez déjà regardées. Après, on peut discuter des grandes séries Netflix qui nous sont proposées en bandeau en haut parce que c'est leur série actuelle. Et là, alors, je sais pas, moi, s'il y a plus d'uniformité qu'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que les quelques personnes que j'ai pu interviewer qui ont signé avec Netflix disent toutes la même chose, qui est que on fait un pitch rapide, ils disent oui ou ils disent non, et ensuite, s'ils disent oui, on est complètement libre de faire ce qu'on veut. C'est ce que les gens disent. Alors, est-ce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas libres? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ne disent oui que à des gens dont ils pensent qu'ils vont faire les choses d'une certaine façon? Mais vraiment, de manière générale, ce sentiment de liberté, il est systématiquement répété, quoi. Donc, c'est bien qu'il doit y avoir quelque chose. Non, mais cette question, je me la posais très souvent et je voulais vous la poser. J'ai une réponse. Je vous en remercie. Pour revenir au livre qui est divisé donc en 4 parties, je les nomme. Partie 1, c'est la serialité hier et aujourd'hui. Partie 2, stratégie narrative. La troisième partie, c'est les corps d'acteurs, et passage du temps. Et la quatrième partie, c'est le genre à l'épreuve de la forme sérielle. C'est un livre qui est composé d'articles. Vous avez dirigé donc ce livre, c'est un ouvrage collectif. Comment s'est déroulé, avant de parler des parties de l'intériorité, je voudrais vous poser une question sur la mise en place de la structure, comment vous avez réfléchi à votre structure et les thèmes que vous souhaitiez aborder. Comment s'est déroulée cette pensée structurée et surtout, comment vous avez choisi les personnes qui finalement finissent par écrire dans cet ouvrage intéressant. Tu me compléteras, Anne, si j'oublie un truc. En fait, c'est tiré d'un grand colloque qu'on avait organisé à l'Université de Paris et avec une association d'études sur les cinémas anglophones, une association d'universitaires qui s'appelle la CERCIA, qui travaille depuis longtemps sur les cinémas anglophones et qui petit à petit a intégré aussi les séries. Donc, grand colloque international avec des Français, des Anglais, des Allemands, des Américains, etc. Et par la suite, on a fait un appel à articles et on a reçu pas mal de très bons articles, à la fois en français et en anglais. Donc, on a fait 2 bouquins, donc j'en profite pour faire la pub pour l'autre, bien sûr. Qui est un bouquin, je l'ai là, qui est un bouquin donc en anglais, publié chez Routledge, qui s'appelle Exploring Seriality on Screen. Donc, pour ceux qui parlent et qui lisent l'anglais, ce ne sont pas les mêmes articles, donc ce n'est pas le même livre, mais c'est quand même tiré du même colloque, donc il y a des thématiques qui sont proches. Et donc à partir de là, c'est toujours un petit peu compliqué quand on fait un livre tiré d'articles de colloque, c'est-à-dire qu'il faut trouver une cohérence. Et en fait là, ça s'est fait assez bien parce que le texte de cadrage était tellement bien rédigé que les communications étaient très cohérentes. Et on a réussi assez vite à tirer des liens. Donc bien sûr, on a fait une sélection parmi les articles. Tous les articles proposés ne sont pas dans le livre. On a conservé ceux qui étaient à la fois très très bons et puis qui s'inséraient justement dans des axes à peu près cohérents. Et bien sûr, c'est pas exhaustif. On n'a pas
ligne directrice très stricte qu'aurait une monographie ou un bouquin écrit par 3 ou 4 auteurs. Mais le plaisir d'avoir divers auteurs, c'est justement de partir dans des petits focus assez divers. Donc, on passe de Wolverine à Lilyhammer, de Crazy Ex-Girlfriend au film d'horreur de la Hammer. Donc, l'avantage, c'est d'avoir des spécialistes de domaines assez différents qui donnent des éclairages précis et approfondis de thématiques qui sont liées à cette vaste question qu'est la sérialité à l'écran. Est-ce que j'ai... Alors moi, en fait, on est mercredi, ce qui fait que les enfants sont à la maison et qu'il y a une leçon de piano derrière moi. C'est génial, j'adore. Je suis désolé, moi j'adore en tout cas. Mais du coup, est-ce que je change de pièce pour qu'on ait moins de bruit, si vous voulez? Non? Moi, ça ne me dérange pas du tout. Alors, vraiment pas du tout. Mais j'avais compris qu'il se passait quelque chose avec le son coupé. Je vous en prie, allez-y. Moi, non, j'ai rien à ajouter, hein, rien à raison. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et on remercie tous les auteurs d'avoir été coopératifs du début à la fin, parce que quand il y a des ouvrages collectifs, c'est toujours des allers-retours et finalement, l'éditeur veut les choses différemment. Donc, voilà. Mais ça s'est très bien passé. Mais ce qui est assez incroyable, c'est vrai, mais il faut vraiment que je précise un peu les sous-parties parce que ça donne aussi un aperçu. On en parlait hors caméra, Ariane, du fait qu'il n'y a plus de hiérarchisation, que tout est libre et on peut parler de tout. Par exemple, dans la partie 4, le genre à l'épreuve de la forme sérielle, effectivement, on parle de Lilyhammer, de Crazy Ex-Girlfriend, mais on parle aussi du slasher à la découpe, Scream et ses adaptations. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que dans ce livre, les articles ont une résonance avec l'actualité sérielle depuis 20-30 ans, à part quelques exceptions comme Frankenstein, tout ça. Et pour parler de cela, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'origine du mot la sérialité. C'est quoi la sérialité? Et en lisant les articles, on s'aperçoit qu'en fait, ça existe depuis toujours. Oui, mais d'ailleurs, il y a un article sur vraiment les années 10 et 20, c'est-à-dire la sérialité avant même les années 1900 et 10, c'est-à-dire avant que vraiment Hollywood se construise et se mette à investir de manière massive dans la sérialité. Et donc, oui, bien sûr, la sérialité, en fait, ça existe avant le cinéma. Et le cinéma n'est qu'une nouvelle technologie pour raconter des histoires. Mais quand on réfléchit à ce que c'est que le cinéma, c'est comme un peu tous les arts qui vont être mobilisés pour créer une nouvelle façon de raconter des histoires avec cette ambition de raconter la réalité encore plus réelle. Par exemple, les gens qui... quand on dit qu'il y a une hiérarchie entre séries télé et cinéma, mais par exemple, il y a une hiérarchie entre sortes de séries télé et sortes de cinéma, et les téléréalités est probablement tout en bas de cette hiérarchie. Alors que si on reprend le texte de son nom m'échappe là, qu'est-ce que le cinéma, André Bazin, quand il dit ce que serait le cinéma total, le cinéma qui serait vraiment poussé à l'extrême le rêve de cinéma qu'ont pu avoir les gens qui ont inventé le cinéma, on arrive à la télé-réalité. Alors, je ne dis pas que c'est ce que le cinéma fait de mieux, mais c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de raison de dénigrer totalement la télé-réalité, alors que le cinéma, ça a toujours été de raconter la vie en 3D, en couleur, avec de la parole, etc. C'est ce que voulaient faire les gens qui ont inventé le cinéma. Et la vie est une série. La vie, c'est des gens qui naissent, qui meurent, des générations. Voilà, c'est ces séries absolument infinies qui durent parfois depuis 30 ans aux États-Unis. C'est Plus belle la vie, etc. C'est vraiment les vies des gens. Oui, et donc, il y a des articles qui vont vraiment réfléchir à ce que c'est que la sérialité dans l'industrie. Oui, nous, on s'est limité à la sérialité à l'écran. On n'est pas remonté au-delà, donc au roman feuilleton,
feuilleton ou au dramatique radio. Avant ça, on pourrait aller jusqu'à Sherazade et Au mille et une nuits. Hein. C'est une série aussi où on commence une histoire, on s'arrête, et histoire de la recommencer la nuit suivante. Donc c'est vrai que dans les contes de fées, on a beaucoup ça aussi. Ce sont des ressorts narratifs qui existent depuis peut-être la nuit des temps. Et ce qui est intéressant avec les séries cinématographiques et télévisuelles, bien sûr, c'est qu'il y a la dimension visuelle, immersive. Qu'est-ce que ça fait à l'image d'avoir une histoire sérielle plutôt qu'une histoire unique en un seul film d'une heure et demie ou 2 heures. Et c'est aussi la dimension industrielle, bien sûr, le lien avec l'industrie cinématographique, l'industrie télévisuelle, et avec la réception. Il y a aussi on s'est intéressé aussi aux questions de réception. Enfin, les auteurs s'y sont intéressés. Par exemple, alors j'ai tendance à confondre un peu le volume en anglais et le volume en français. Sur les Hunger Games, c'est dans le volume en anglais. Ouais, non, c'est pas en anglais. Voilà, voilà, le volume en anglais parle notamment de la réception de The Hunger Games, de l'intégration des productions des fans dans la stratégie marketing de la série, par exemple. Et cette idée d'engagement spectatoriel est très important dans la sérialité. Il y a une universitaire passionnante qui s'appelle Jennifer Hayward qui a écrit un des premiers grands bouquins sur la sérialité qui s'appelait Consuming Pleasures. Qui remonte à la sérialité littéraire au 19e, etc., et qui essaye de définir les grands enjeux de la sérialité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut définir les grands concepts centraux de la sérialité. Et un de ces concepts, c'est l'engagement spectatorial, le fait qu'il y a une relation très très forte qui se noue avec les publics, et que comme c'est une forme en continu, qui n'est pas close, qui ne se termine pas, et ben la réaction du public est intégrée à la forme même de la série. C'était le cas avec les séries littéraires au 19e, avec les lecteurs qui écrivaient. On sait que Conan Doyle a été obligé de ressusciter Sherlock Holmes après l'avoir tué dans une de ses nouvelles parce que le public n'était pas content et avait écrit à la revue qui le publiait. Et donc cette idée d'engagement spectatorial, elle est intéressante parce qu'elle s'oppose un petit peu à l'idée justement de ces masses passives qui consomment goulûment leur série de manière un peu bête, l'idée de la passivité du spectateur, sans non plus dire que tous les publics de séries sont incroyablement actifs, sans aller dans des dualités un peu binaires, mais néanmoins cette force émotionnelle de la série et le fait qu'on a envie d'échanger quand on est fan d'une série, d'échanger avec d'autres qui ressentent la même chose ou de débattre avec ceux qui ne la ressentent pas, de participer finalement à une sorte d'élaboration de la série en cours. On a vu les phénomènes incroyables des fans de Lost, par exemple, avec toutes les théories des fans qui ont influencé un petit peu l'écriture de la série. Donc cette dimension ce lien émotionnel très fort entre une forme sérielle et le public est, je pense, une des choses qui relie bien sûr toutes les formes de séries, notamment entre le cinéma et la télévision. Et le texte de Hélène Lorichès dans le volume en français parle de ces choses-là, hein, parce que là, je disais la conclusion, la sérialité transmédiatique des franchises hollywoodiennes, donc c'est beaucoup sur les franchises et le fait que une série va être déployée dans les autres médias, c'est pour ça qu'on dit transmédiatique, se caractérise par une expérience co-construite avec le public. Donc c'est exactement ce qu'explique Ariane, plutôt qu'une intention unilatérale des industries. Donc c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, c'est pas juste on veut vous gaver pour que vous en remangiez, on joue un rôle important. Et voilà. Et le principe d'une plus grande liberté dans le processus de consommation des contenus, le moment, l'ordre dans lequel on va consommer, etc. Donc tout ce dont on a déjà parlé. Et oui, ce petit chapitre sur les franchises, c'est vraiment très intéressant pour un petit peu casser des idées trop simples et des idées reçues en fait qu'on répète justement dans ces fameuses conversations où on discute de séries et de si on en regarde trop et de si on est si on se laisse trop influencer, etc. Ben en fait, vraiment, il y a quelque chose, il y a vraiment un aspect participatif qu'il y a au cinéma. Si on parle des cinéphiles, des cinémathèques, etc., la cinéphilie, ça n'existe que parce que le public fait bien plus que consommer le film. C'est aussi
un cinéphile, typiquement, il faut qu'il y ait un débat après le film. Et si on peut inviter un expert ou les gens qui ont travaillé sur le film, c'est d'autant mieux. Donc c'est bien qu'on veut vraiment un échange avec le film, que ça soit directement avec les gens qui l'ont fait ou avec des experts qui vont parler de l'esthétique, de la narration, etc. Et d'ailleurs, quand un cinéphile lit un livre comme cela, il a très envie aussi d'en parler après avec vous. Donc, c'est tout à fait logique. Et il y a les stratégies narratives aussi qui sont impliquées. Est-ce que, entre ce qui a été fait en matière de séries, que ce soit dans le cinéma avec les séries comme dans le cinéma français avec Judex, avec Fantomas, mais ensuite plus tard dans le cinéma anglais avec les Frankenstein, le cinéma américain avec les Sherlock Holmes. Et aujourd'hui, est-ce que les enjeux de la narration ont évolué au gré de l'évolution de la société? C'est compliqué là comme question. Ouais, comme il y a une question compliquée, on attend que ce soit l'autre qui réponde. Hein. Quand même, là, je les ai calmés, c'est bien. Est-ce qu'il y a une évolution? On se dit souvent que le cinéma ou même maintenant la série télé dit quelque chose de la société dans laquelle on est, dans laquelle se trouve le temps de récit, mais aussi le cinéaste. Est-ce que c'est ce qui m'intéresse de savoir, et on en parle un peu dans la partie 2, c'est ces enjeux-là. Est-ce que les enjeux de narration ont évolué depuis qu'on questionne la série dans les années 10, 20, 30 jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des enjeux de narratif qui ont évolué, mais au gré de la société? Les séries sont pardon, du coup, Vas-y. Elles sont particulièrement réactives à ça, justement parce qu'elles se tournent plus vite que les films de cinéma. Donc, depuis toujours, les séries ont tendance à intégrer dans leur narration des éléments qui entrent en résonance avec la vie des spectateurs. Que ça soit les épisodes de Noël, les épisodes de Halloween dans les sitcoms traditionnels, où les personnages on avait l'impression qu'ils vivaient la même chose que nous parce que justement ils étaient sur le même calendrier. Ça évolue forcément parce que quand on met toute une saison à disposition le même jour, ça peut pas fonctionner parce qu'on n'est pas sûr que la série va être regardée le jour d'Halloween ou le jour de Noël. Mais ça continue quand même parce qu'on voit que dans Brooklyn Nine-Nine, ils continuent à faire ça parce que c'est une série qui est un petit peu plus sur le modèle traditionnel où il y a quand même encore une diffusion télévisuelle à une date précise. Donc, on a l'épisode de Halloween tous les ans qui correspond à cette date-là. Il y a aussi la réactivité à la politique, au contexte politique et culturel. Et là aussi, les séries, nous, en tant que profs, c'est un outil pédagogique incroyable parce que on veut faire cours sur la présidence de Trump, et on leur met un épisode de The Good Fight, qui était une série, un spin-off de The Good Wife, qui collait vraiment à l'actualité de la présidence de Trump de manière incroyable. Je sens qu'on a utilisé le même épisode là. L'animation, c'était extraordinaire. Donc, il y a cette réactivité-là. Ensuite, est-ce que les ressorts narratifs évoluent un petit peu? On voit qu'il y a certaines modes et que ça évolue forcément. C'est-à-dire qu'au départ, on avait par exemple l'importance du cliffhanger, notamment dans les soap operas, qui est quelque chose qui reste très important dans des séries comme Lost ou Alias, c'est-à-dire la fin de l'épisode où il y a un truc énorme qui se passe et puis ça s'arrête pile au point culminant et on ne sait pas ce que ça va donner, il faut qu'on attende. La puissance du cliffhanger, là aussi, elle est atténuée quand on sait qu'on peut enchaîner l'épisode suivant. C'est moins traumatisant, entre guillemets, quand on sait qu'on peut juste passer le générique et puis enchaîner par rapport au fait d'attendre une semaine ou même d'attendre plusieurs mois quand c'est un cliffhanger à la fin d'une saison. Donc, de fait, oui, les techniques narratives évoluent. Il y en a d'autres qui restent assez proches. On a vu aussi... dans les 20 dernières années, une appétence pour les lignes temporelles multiples. On a une plus grande proportion des séries qui sont des séries chorales avec un très grand nombre de personnages et on suit une multiplicité de fils narratifs et on n'est pas sûr qu'il y ait vraiment un personnage principal. C'est le cas dans The Wire, par exemple, au hasard. Il fallait bien que je la cite à un moment donné. Ou alors les séries qui jouent sur deux lignes temporelles qui commencent à la fois par la fin et par le début comme Damages ou qui ont deux époques en parallèle comme True Detective. Ça aussi c'est devenu un petit peu
une sorte de mode récurrente qui marche très bien par ailleurs, hein, où le fait de commencer par quelque chose de très surprenant et puis de faire une pause et de dire 8 hours earlier, voilà, 8 heures plus tôt, il s'est passé ça, et de s'acheminer petit à petit vers une sorte de point culminant qu'on a en fait vu dès le début sans le comprendre. Donc oui, forcément, ça évolue en fonction des évolutions de la société, de nos rythmes de vie aussi. Donc Anne, tu veux peut-être... Oui, en fait, les séries télé, par exemple, tout ce que tu décris, ça existe aussi en littérature. Moi, je dis pas que les séries n'ont rien inventé, hein, mais les séries sont souvent des adaptations littéraires. Ça, on oublie. Game of Thrones, c'était un livre avant d'être un film. Alors, avec cette particularité que le livre n'était pas fini d'écrire, mais après, il y a quand même une accélération du rythme. On le voit bien quand on regarde des séries plus anciennes. Après, si ça se trouve, on dirait la même chose en littérature, je ne sais pas. Oui, enfin, ça me frappe pas comme étant... Après, il y a aussi des séries indépendantes, mais qui souvent, plus elles ont du succès, plus elles vont finalement se conformer à des modes de narration très classiques. Je pense par exemple à une série qui s'appelait, je m'étais mis à regarder ça, qui s'appelait East Siders, je crois. C'était une série gay américaine qui se passe à Los Angeles, je crois. Et en fait, au début, c'était totalement indépendant. C'était en fait sur YouTube. Et là, les épisodes avaient une durée totalement imprévisible. Alors, on le voit au début, quand on lance, on peut voir combien de temps ça va durer. Mais ça ne durait pas une demi-heure. Il y avait des épisodes à 10 minutes, des épisodes à 1 heure. Et ça c'était très spécial. Parce que du coup, on lançait l'épisode et, sauf à regarder combien de temps il allait durer, on ne savait pas quand allait arriver le point milieu, etc. Donc, c'était vraiment assez déroutant. Et en fait, quand ils ont eu du succès et qu'ils ont signé avec je ne sais qui, Amazon ou je ne sais qui, ils ont fait ils ont adopté un format qui était toutes les semaines de la même longueur, ce qui est dommage, quoi, d'une certaine façon. C'est intéressant aussi de ne pas systématiquement avoir la même taille d'épisode. Ou alors, moi, je regardais une série que je n'ai pas encore finie, là, qui s'appelle I May Destroy You. Et là, bon, c'est un schéma classique qui est, voilà, il nous manque une information et on va aller raconter une histoire de point de vue de plein de personnages différents avec un traumatisme central qui est petit à petit révélé. Bon, mais à nouveau, c'est quelque chose qui existe en littérature, hein, c'est pas spécifique aux séries. Par contre, bon, je dirais une chose peut-être qui est spécifique, qui vraiment est directement liée à la société dans laquelle on vit et à l'évolution, c'est la rapidité, la vitesse du montage. Parce que quand même, pour le coup, quand on regarde des séries anciennes, on a l'impression qu'il ne se passe rien, quoi. Je veux dire, même s'il y a une certaine dilution du temps, même dans les séries actuelles, c'est pas qu'il se passe tant de choses que ça, parce que le fil narratif n'avance pas forcément si vite, mais par contre, il se passe énormément de choses qui ne font pas forcément avancer l'histoire. Mais il y a de moins en moins, je trouve, de moments contemplatifs, bon, qui n'a jamais été la spécialité des séries, hein, mais quand même, il y avait... Je sais pas, moi, je me rappelle de regarder Columbo. Bon, on avait le temps de réfléchir à l'énigme. Et comme quand on lit Agatha Christie, on avait le temps de réfléchir à essayer de trouver avant le détective. J'ai l'impression que la série équivalente aujourd'hui, peut-être que les jeunes ont le temps, mais moi, je n'ai le temps, quoi. Voilà. Donc oui, ça évolue avec le cerveau des gens plus jeunes que moi. Mais il y avait cela, il y avait cette sensation que vous évoquez, je l'ai ressenti avec la première saison de True Detective. Ça m'avait marqué cette capacité comme ça pas à dompter le temps, mais au contraire à ne pas vouloir le dompter, à se laisser aller. Et d'ailleurs, même parfois, ça a donné des moments extrêmement parodiques. Je pense à Jim Carrey qui imitait Matthew McConaughey. Mais ce qu'il n'avait pas compris, Jim Carrey, c'est que c'était ça qui était beau finalement, c'est que il y avait un moment, personnellement, il y avait un moment, l'intrigue, je la mettais un peu de côté et ce qui m'intéressait, c'était de voir Matthew McConaughey prendre du temps, d'ouvrir sa canette de bière et de boire. Et ça, c'était juste passionnant.
Et je suis d'accord avec vous. Mais il y a une chose sur laquelle, enfin, on revient aussi dans le bouquin, et je vais prendre peut-être un exemple comme ça, assez récent. Là, on apprend que bientôt, sachez que les copains de Friends vont se retrouver. Voilà, tout le monde est content, c'est génial. Et c'est vrai que c'est bien de voir comment leur corps en vieillit. Et il y a une partie dans ce bouquin qui s'appelle Corps d'acteur et passage du temps. Vous remarquerez que ma transition est juste extraordinaire. Hein. Et donc, et voilà, merci. Mais la question, c'est est-ce que vraiment on a envie de savoir aujourd'hui comment les corps ont vieilli? Est-ce que c'est par exemple j'ai pas l'impression que Friends est une. J'ai pas l'impression que l'exemple que je vous ai donné par rapport à Friends soit vraiment un bel exemple. Mais par contre, si on apprend que dans 10 ans, on va revoir les comédiens, les personnages de Game of Thrones, par exemple, là, pour le coup, je pense que ça, effectivement, là, l'exemple est important parce que quand on les a suivis pendant 8 saisons, on les a vus grandir, mais réellement, en plus, les acteurs ont vraiment grandi, ils ont pris de l'âge. Et c'était ça qui était intéressant, c'était de vivre avec eux, de voir ce qu'il en était, comment ils sont devenus, comment ils pensent. Et on est vraiment dans le passage du temps, comme vous le dites, corps d'acteur et passage du temps. Est-ce que cet élément-là, pour comprendre les enjeux d'une série, est-ce que c'est ça l'élément le plus important, c'est de voir un acteur vieillir ou une actrice, un corps de changer? Est-ce que c'est ça vraiment l'aspect important d'une série, selon vous? Je pense que ça dépend vraiment des séries. Il y a les séries familiales, par exemple, beaucoup de sitcoms, ça fait vraiment partie de la série. C'est-à-dire, les Cosby ont un quatrième enfant, je ne sais plus combien ils ont d'enfants, un 5e enfant, je crois, et on veut la voir grandir. Et on va faire naître un enfant dans cette famille parce que les enfants, c'est mignon, et puis ça va être mignon pendant 5 ou 6 ans quand même. Donc ça relance la série alors qu'un personnage très populaire, plus âgé, se marie et l'autre fille part à l'université, donc il ne nous reste plus que le garçon. Et là, il lui faut une petite sœur qui va vieillir et il va y avoir beaucoup de blagues autour des mots d'enfant, etc. Donc, bien sûr que ça fait partie de certaines séries. En revanche, je pense que quand on fait la réunion de Friends, le but, c'est surtout de voir à quel point ils n'ont pas vieilli et à quel point ils sont toujours aussi beaux. Alors bon, en l'occurrence, ils ont vieilli. Hein, ils ont bien vieilli, quoi. C'est ça l'idée. Et par exemple, quand on voit, moi, je me suis mise à regarder le reboot de Will and Grace. Bon, c'est évident qu'au sein de la culture gay, il y a le côté Will, il est resté beau, quoi. Parce que de toute façon, les hommes gays, ils sont beaux. Et bon, c'est évidemment qu'il a vieilli et qu'il va y avoir beaucoup de plaisanteries autour du fait qu'ils ont vieilli. Mais là, il y a aussi The L Word qui a repris. Et c'est pareil, c'est 10 ans plus tard. Et bon, le maquillage aidant, il y a quand même un certain nombre de personnages. On ne peut pas s'empêcher de se dire waouh, Jennifer, comment elle s'appelle déjà c'est pas Jennifer, c'est Beth dans la série qui est jouée par cette actrice, je ne sais pas pourquoi son nom m'échappe. Bon, elle joue dans Flashdance, donc vous voyez, elle n'est pas jeune, elle est plus très jeune. Hein. Jennifer Beals, voilà. Mais Jennifer Beals, quand même, on peut pas. Il y a le côté, comme dans Wolverine, comme dans l'article du volume, c'est-à-dire Wolverine, ce corps arrivait à ne pas le faire vieillir, puisque c'est le super pouvoir du personnage, c'est qu'il ne vieillit pas. Et grâce au maquillage et aux ordinateurs, on arrive à maintenir les gens jeunes. Alors, dans les séries télé, ça coûte cher hein, de maintenir les gens jeunes pendant beaucoup d'épisodes. C'est quelque chose qu'on va plus faire au cinéma que dans une série. Il y a des contre-exemples aussi. Moi, je pense à Twin Peaks The Return, où là, c'est quand même 25 ans plus tard que la série repart. Il y en a qui sont plus là, il y en a quand même beaucoup qui sont encore là et ils ont vraiment vieilli. Je pense que 25 ans, c'est impossible de les effacer et la série ne tente pas du tout de les effacer. On voit la femme à la bûche là qui est vraiment très malade. Enfin, c'est impressionnant. Et je pense que ça fait quand même partie de la fascination qu'on a devant une série. Là encore, les séries qui durent longtemps, parce que si c'est une série qui fait simplement 3 ans, 4 ans, ça suffit pas. Mais on a quand même cette fascination un petit peu, parfois un peu morbide, parce que ça nous ramène aussi à notre propre vieillissement. Mais moi, j'ai vraiment ces souvenirs très forts d'avoir fini Les Sopranos et puis d'avoir revu peut-être le pilote ou un passage de la première saison, d'avoir pris conscience du changement physique
de James Gandolfini entre le début de la première saison et la fin de la dernière, qui fait vraiment écho à ce qu'on ressent dans la série, qui parle beaucoup de la mort et du vieillissement et de l'angoisse existentielle. Et il y a quand même cette dimension existentielle dans des séries qui durent longtemps et qui nous ramènent à notre propre mortalité, notre propre soumission au temps qui passe. Et c'est ce temps long partagé qui fait aussi l'attachement et l'empathie qu'on éprouve pour les séries, il me semble. D'ailleurs, il y a l'exemple de la fin de Six Feet Under qui a beaucoup ému et beaucoup fait peur. C'est le fait de voir ces acteurs, effectivement, ces personnages vieillir le temps d'une chanson, et ça a donné une fin. Je crois que c'est l'une des séries dont la fin n'a pas été décriée. Il y a beaucoup de séries, Les Sopranos, les gens ne comprenaient pas. Certains disaient que c'était un chef-d'œuvre, le fait de terminer de cette manière. Mais c'est vrai que Six Feet Under reprend un peu ce que vous étiez en train de dire sur le corps d'acteur. Dans la dernière partie du livre, vous parlez du genre à l'épreuve de la forme sérielle. Et par exemple, comme exemple, alors il y a 3 articles. Il y a Lilyhammer, qu'on connaît, ou Le mafieux new-yorkais en Norvège, d'Émeric Planté. Il y a Crazy Ex-Girlfriend, la subversion de la comédie musicale de Fanny Beret. Et il y a le slasher à la découpe, Scream et ses adaptations, Suite, Reboots, Martial Martin. Est-ce que, je me suis posé la question, aujourd'hui, en tout cas depuis 10-15 ans, effectivement, la matière même de la série n'est pas malmenée, mais au contraire, beaucoup d'auteurs travaillent cette matière qui est donc la série en l'adaptant, en la faisant coexister avec des genres cinématographiques très forts comme la comédie musicale, comme les films d'horreur, et ça donne des situations d'une inventivité formelle, mais aussi au niveau de la narration, et surtout ça parle énormément de la société dans laquelle on vit. Il y a comme ça des possibilités incroyables, des libertés de ton, et ça va même très très loin. Est-ce que le fait, on disait film de genre, est-ce que série de genre peut être appropriée à ce moment-là? Oui. Ah oui, complètement. Ouais. Ce qui est intéressant aussi quand on regarde la télévision, c'est l'évolution des genres. C'est-à-dire qu'il y avait des genres assez codifiés au départ, typiquement télévisuels, la sitcom, le soap, le drama, qui étaient les côtés procedurals, les choses qui décrivent les procédures, les séries policières, séries judiciaires, les séries médicales, qui étaient spécifiquement télévisuelles et qui étaient un petit peu hermétiques. C'est-à-dire on était dans une case et il n'y avait pas forcément de mélange. Et à partir des années 80, 90, il y a de plus en plus d'hybridation des genres, qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde les genres affichés, notamment sur les plateformes de streaming, il y a une espèce d'accumulation de teen, drama, horror, c'est une espèce de grand mélange. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est aussi le déplacement peut-être d'un certain type de récit et de représentation ou de genre qui avait auparavant sa place au cinéma et qui, depuis quelque temps, a plus sa place à la télévision. Je crois que c'était... je sais plus si je crois que c'était James Gray, le cinéaste, qui parlait du fait qu'aujourd'hui le cinéma est tellement, le cinéma américain notamment, est tellement focalisé sur les super productions, enfin jusqu'à récemment, jusqu'au Covid, mais sur les franchises, les super-héros, donc les super productions à très gros budget. Et donc il y a ça d'un côté, et il y a le cinéma d'auteur, mais il n'y a plus assez de place pour le cinéma du milieu, en quelque sorte. Et ce cinéma du milieu, ces histoires qui étaient racontées sur le cinéma du milieu, c'est-à-dire avec les films de genre dont vous parliez, ouais, c'est peut-être déplacé à la télévision parce que là, il y a des financements et il y a du public. D'où la multiplication, en effet, des super séries d'horreur. Enfin, quand on voit Hannibal, c'est un chef-d'œuvre. Incroyable. C'est incroyable. Et, voilà. Et donc, il y a peut-être plus de place, voilà, pour ces films de genre qui sont devenus des séries de genre désormais à la télévision. Oui. D'accord. Par rapport à ça, peut-être Anne, vous voulez rebondir ou non, c'est tout. C'est génial. Anne valide. C'est très bien. Bon, en tout cas, je tenais vraiment à dialoguer avec vous autour de ce livre. Je rappelle, c'est la sérialité, à l'écran. C'est comprendre les séries anglophones. Ah oui, dernière petite question. Je vais être une question un peu
c'est le chauvin peut-être qui va parler, mais dès le début, vous dites, on va plutôt accentuer ça autour des séries anglophones parce qu'il y a beaucoup plus d'inventivité, beaucoup plus de richesse. Et non, c'était pas ça. C'est mieux, non, on n'est pas quand même. Non, pas mieux, voilà. mais... Non, mais on est toutes les deux profs en études anglophones. Et le colloque était co-organisé par des laboratoires d'études anglophones et une association de travail, d'universitaires qui travaillent sur les cinémas anglophones. Donc, notre vivier, il était sur les cinémas et la télévision anglophone. Il y aurait des choses passionnantes à faire sur la sérialité dans d'autres cultures. Hein. Je pense pas que, il y a une sorte d'hégémonie, certes anglophone, qu'on contribue à renforcer. Pardon. Mais loin de nous l'idée de dire qu'il n'y a que là qu'il y a des choses intéressantes. Et bien entendu, il y a des choses passionnantes sur lesquelles il faudrait réfléchir. Séries européennes, françaises, italiennes, espagnoles en ce moment. Voilà, nordique, coréenne, turque, égyptienne, voilà, il y a tout un monde dont on ne parle pas. Oui, puis une autre partie de la réponse, c'est aussi que, en tant qu'éditrice d'ouvrages collectifs, il y a aussi un moment où notre expertise a ses limites. C'est-à-dire bien sûr qu'on voudrait inclure une réflexion sur la sérialité dans tous les pays, mais nous sommes quand même les premières relectrices de ces articles et de pouvoir juger de la qualité des réflexions. Et en fait, il y a des contextes culturels ou géographiques et politiques qu'on ne connaît pas du tout. Et donc, les gens peuvent nous dire n'importe quoi et on n'est pas capable de faire le travail éditorial. Et même ensuite, le travail éditorial n'est pas fait que par nous, il est aussi fait par des personnes à qui on demande de relire les articles pour nous renvoyer des commentaires pour que justement, ça ne soit pas que nous deux qui décidions si un article est valable ou pas, mais qu'il y ait des gens spécialisés qui, encore plus que nous, qui vont faire des commentaires sur les articles. Et à nouveau, là, notre réseau... Bien sûr qu'on peut écrire à des gens dans le monde entier, mais ça dépend beaucoup du réseau quand même des éditrices. Donc, si les universitaires ont l'air parfois d'encloisonner un peu la pensée, c'est aussi parce qu'on recherche on essaye quand même d'avoir une certaine qualité qu'on peut garantir et on ne prétend pas être capable de le faire. Mais en l'occurrence, Ariane l'a fait en organisant des séries de conférences sur les séries télévisées à travers le monde. Et effectivement, c'est des réseaux qui se construisent autour des séries, qui est quand même un peu un nouvel objet. Donc, on part de nos collègues qui sont en études américaines, qui vont s'intéresser aux séries. Et ensuite, en allant à des colloques sur les séries dans le monde, on va rencontrer des gens qui travaillent sur les séries dans le monde entier. C'est évident qu'on aurait pu faire il pourrait très bien se publier un volume sur la sérialité à l'écran dans le monde entier. Et après, il faut penser encore à une chose, c'est la question de la langue. C'est-à-dire, quand on publie, si on veut que tout le monde contribue, ça veut dire qu'il faut traduire, parce que tout le monde ne parle pas français. Donc, bien sûr, on aurait pu travailler avec des francophones qui travaillent sur les séries du monde entier. Mais bon, là, pour le coup, à part la France et les États-Unis, la plupart des chercheurs en France, il y en a, bien sûr qu'il y a des gens dans les départements d'études hispanophones qui travaillent sur les séries espagnoles, etc. Mais disons que c'est moins facile que ça en a l'air. C'est juste ça que je voulais dire. Non, mais je me suis mal fait comprendre. C'était pas un reproche. En fait, ce que je voulais dire, c'est que en fait, je me souviens en 2005, 2006, 2016, je travaillais pour une revue intéressante mensuelle qui s'appelait Générique. Et il se passait un truc assez incroyable dans le paysage de séries françaises. Il y avait quelque chose qui était en train d'arriver avec Les Oubliés, puis il y avait eu Pigalle, puis il y a eu La Commune. Et on pensait qu'il y avait Kaamelott, puis on pensait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se construire. Et finalement, c'est plus ou moins retombé. Et c'est en lisant votre livre que je me suis dit, tiens, c'est dommage quand même qu'il n'y ait pas suffisamment de séries françaises pour qu'on se pose et qu'on commence à discuter, à questionner. Mais ce n'était pas du tout un reproche. D'accord. En fait, c'était pour juste... En fait, je regrettais quelque chose qui avait eu lieu, je me souviens de cette période-là, donc voilà. Au contraire, Mais je ne suis pas sûre que ça soit retombé tant que ça, là, parce que justement, pour le coup, on n'est pas spécialiste, et surtout pas moi, mais
j'ai quand même l'impression qu'en ce moment, il y a des séries françaises excellentes qui sont très suivies. Aux États-Unis, tout le monde me parle de Un village français. Oui, oui. Donc, justement, là, je crois qu'il y a... Mais après, bon, il n'y a pas la même force industrielle en France qu'aux États-Unis. Mais elle est en train de se construire. Et je pense que la France est en train, enfin, de sortir, justement, de cette condescendance pour les séries. Et il y a beaucoup de jeunes talents qui rêvent de produire des séries qui auraient un succès en France et à l'international. Et je veux dire, la série 10%, c'est impressionnant. 10% enfin, moi, franchement, quand je le regarde, je me dis, mais qu'est-ce qu'apprécie vraiment quelqu'un qui ne connaît pas ces acteurs comme nous, on les connaît? Parce que moi, qui ne suis pas tellement la presse people en France, mais quand même, tous ces acteurs sont tellement connus que bien sûr que j'ai une idée de qui ils sont. Je vois des références à des histoires, que ce soit parce que on est sorti avec le président ou des choses comme ça, et que tous les Français savent, mais ce n'est pas connu à l'international, ces choses-là. Eh bien, j'en ai parlé, je parle souvent de cette série à des gens de tous les pays que je peux rencontrer. Ils adorent, même s'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Donc, c'est bien que la série est extrêmement bien écrite et construite pour qu'on n'ait pas besoin de savoir qui a épousé Johnny Hallyday pour apprécier la série. La série à l'écran, comprendre les séries anglophones, c'était Ariane Midelet et Anne Crémieux. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé avec nous, d'avoir été généreuse aussi par rapport à vos propos. Ça fait 1 heure qu'on discute, c'était vraiment agréable. Vous pouvez retrouver le lien qui vous renverra donc à ce livre dans le descriptif de cette page vidéo. J'espère qu'on se reverra très vite pour parler d'autres choses. Peut-être que vous allez travailler un jour sur les séries françaises et je serai le premier à toquer à la porte pour lire le livre, en tout cas. Merci beaucoup, c'était très agréable. Je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.